à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre cette émission Les débats congolais. Nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir autour de l'actualité qui défraye la chronique dans notre pays. Nous allons parler dans cette émission de cette polémique, oui, une polémique autour de la violation entre griffes de la Constitution par le président Tshisekedi. Nous parlerons aussi de cet accord, le protocole d'accord qui a été signé par l'Union européenne et le Rwanda. Nous parlerons aussi de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pour analyser ces sujets importants de l'actualité, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission deux acteurs politiques. À ma gauche, il y a ici M. John Kolela, député honoraire. Il était aussi candidat député national dans la circonscription de Likasi. Il est au cadre de l'UDPS. M. John Kolela, bienvenue dans cette émission. Merci Charles-Quint, le plaisir est partagé. En face de M. Kolela, il y a M. Prince Epenge. Prince Epenge est président d'un parti politique ADD Congo. C'est un parti politique membre de la Mouka. Prince Epenge est aussi porte-parole de la Mouka, communicateur de la Mouka. Merci de l'invitation. Alors, on commence d'abord par cette histoire. L'accord signé entre le protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. En ce moment où la guerre bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements étaient à Bweremana, là où j'ai été, dans le territoire de Massissi, à quelques kilomètres de Saké Centre. Il y a des affrontements là-bas, au front. Mais ce prince Epenge, c'est le moment où les nations du monde font pression sur la RDC et le Rwanda de finalement dialoguer. C'est en ce moment-là aussi que les Congolais manifestent pour dénoncer les complots contre la RDC, les complots des puissances, des grandes puissances de l'Union européenne, les États-Unis, contre la RDC. Mais c'est aussi ce moment-là que l'Union européenne choisit d'aller signer un protocole d'accord avec le Rwanda. Votre analyse sur cette question, M. Pinguet? Écoutez, nous n'avons pas, et certainement pas, la prétention de co-gérer l'Union européenne avec des pays européens. Évidemment que nous ne sommes pas, le Congo n'est pas un pays européen. Nous n'avons pas non plus la prétention d'entrer dans les relations multilatérales ou bilatérales entre le Rwanda et les pays du monde. Mais toutefois, nous faisons partie du système international. Le Congo est un sujet du droit international public. Et à ce sens, nous faisons également partie des Nations Unies. Nous entretenons également des relations comme État souverain avec l'Union européenne. Dans les contextes où le Congo est agressé par le Rwanda, que l'Union européenne est supposée comme une organisation amie puisse pacter avec un pays qui agresse le Congo, ça interroge si la nature des relations, je veux dire la sincérité qu'il y a entre le Congo et l'Union européenne, surtout les domaines dans lesquels les accords, les partenariats ont été signés. Alors même que le Congo crie haut et fort qu'il est agressé, qu'il a besoin de l'aide des États amis, si nous devons mettre en relief le conflit russo-ukrainien et le conflit rwando-congolais, il faut dire que l'Union européenne
n'agit pas de la même manière en Russie qu'elle agit au Congo. Donc ici, ce que je tire comme leçon, c'est que dans les contextes ici, si nous comprenons les enjeux du monde, le Congo ne compte pas beaucoup. Les Congos ne ne comptent compte pas. pas C'est beaucoup. ce qui explique cet accord, ce protocole d'accord signé et les déplacements même du président polonais au Rwanda. Effectivement, le Congo n'est ni une superpuissance, ni une puissance, ni une moyenne puissance. Donc, militairement, économiquement, etc. Donc, le Congo ne compte pas beaucoup. Le Congo est dans la catégorie de ceux qui doivent subir. C'est ça le réalisme. Si nous Le devons, Rwanda est une puissance économique, militaire, diplomatiquement, pour qu'elle bénéficie de cet appui-là. diplomatiquement, le Rwanda est une puissance. Et parce qu'en réalité, Diplomatiquement. si vous avez lu l'art de la guerre des stratèges militaires, voilà, vous allez vous rendre compte que ne parler dans ce système-là ne s'impose que ceux qui ont une stratégie pour s'imposer. Le Congo, sa fierté aujourd'hui n'est basée que sur ses potentialités. Et dans la théorie, dans les théories, même Hannibal et les autres, le premier critère pour un bon général, pour un bon stratège militaire, c'est de savoir bien estimer ses forces. Donc vous pensez que si aujourd'hui l'Union européenne et tous ces autres pays-là vont au Rwanda pour signer des accords en notre défaveur, c'est de notre faute. C'est parce que nous ne représentons rien. C'est ça ce que vous voulez dire? Bon, je comprends. C'est assez caricatural, votre façon de déduire mon raisonnement. J'étais en train de dire, dans mon raisonnement logique, que nous sommes dans un système international et chaque pierre a son poids. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo a ce poids-là. Pourquoi le Congo a ce poids? C'est ça la question que nous devons nous poser. Là où nous en sommes, quelle est notre part de responsabilité? Pourquoi on ne nous respecte pas? Pourquoi on écoute l'Ukraine? Pourquoi les États-Unis ont donné jusque-là plus de 25 milliards de dollars à l'Ukraine et pas 1 milliard au Congo, alors que l'Ukraine est agressée et que le Congo est aussi agressé? Ça veut dire qu'on n'a pas la même importance. Ça veut dire qu'on ne voit pas de la même manière. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous battre pour changer de notre faute ou bien nous paradigmes. sommes tout simplement victimes des gens qui ne veulent pas nous voir tels que nous sommes aujourd'hui, un grand pays? Dans ce conflit, le Congo est victime, mais le Congo n'est pas que victime. Le Congo a prêté le flanc naïvement à ce qu'il arrive dans la situation où il est aujourd'hui. Regardez. J'ai pris le cas de l'Ukraine, mais il y a des pays, certains pays africains qui ont reçu un traitement qui est beaucoup plus onéreux que celui que le Congo est en train de recevoir. Et je ne voudrais pas ici négliger la dimension du complot international que le Congo est en train de subir. Si vous lisez la dernière lettre de Lumumba à sa femme, Pauline, vous remarquerez, et là nous sommes à 60, 61, vous remarquerez que Lumumba avertissait les Congolais déjà de les appeler à faire gaffe aux ennemis extérieurs du Congo. Quand Lumumba parlait de la balkanisation qui était imminente, ça fait combien d'années? Quand Lumumba veut demander de l'aide, arrive à Washington, et que le président américain l'ignore, refuse de les rencontrer, alors que Lumumba tendait la main en disant que nous voudrions que l'Amérique nous aide pour stabiliser le Congo, et les jours où les Américains viendront au Congo, ils trouveront un pays frère et ami. Mais on l'a qualifié du premier ministre de la jungle, et on l'a pas réussi. Ça veut dire que les complots ne datent pas d'aujourd'hui, et nous sommes pertinemment au courant. Ce qui étonne,
c'est notre naïveté. Et surtout la naïveté du régime de Félix Tshisekedi qui, une fois arrivé, sachant que quand nous étions dans l'opposition avec Félix Tshisekedi, nous savions la dangerosité de Kagame. Nous savions que la communauté, la fameuse communauté, moi je ne parle pas de la communauté internationale, d'ailleurs l'école anglaise des relations internationales parle de la société internationale. Ces gens ne sont pas si homogènes, les intérêts de ces gens sont la naïveté de Tshisekedi, c'est elle, entre autres, qui est aussi à la base de ce que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, Félix a aggravé la situation. De par sa politique irréaliste, Félix Tshisekedi a voulu carrément réinventer la roue. Vous savez, quand Félix Tshisekedi arrive au mois de janvier 2019, la première année, la deuxième année, presque au milieu de la troisième année de son régime, Félix est venu avec la politique des richesses contre la paix. Quand Félix arrive, sa logique était, si nous donnons nos richesses au Rwanda, les Rwandais vont donner la paix. Ce qui l'a amené à signer des accords économiques et militaires avec le Rwanda, ce qui l'a amené même à céder l'aéroport de Goma pour qu'il devienne le principal terminal des Rwandais, qui faisait 6 rotations à Kinshasa et à Lubumbashi. Alors qu'on ne sait pas quelle est la balance commerciale entre nous et le Rwanda. Ce qui l'a amené à même demander aux génies de l'armée rwandaise de construire des villages chez nous, à l'est du pays. Ce qui l'a amené à dire que l'or du Congo aille au Rwanda pour être transformé. Ce qui l'a amené à demander même à la police rwandaise de venir sécuriser Goma. Rappelez-vous, en 2021-2022, quand les gens de Goma se sont soulevés pour dire que la police rwandaise ne peut pas venir à Goma, il y avait eu 4 morts à Goma lors de la répression de cette manifestation des gens de Goma. Donc, cette politique naïve de Félix Tshisekedi, qui pensait qu'en donnant nos richesses au Rwanda, les Rwandais allaient nous donner la paix, avait complètement échoué. Et d'ailleurs, nous étions tellement étonnés au niveau de la MOCA qu'on se demandait, mais comment lui qui était avec nous, avec Félix Tshisekedi, Jamais Kabounde, Augustin Kabouya, mon ami et Peter Kazadi, nous avions produit beaucoup de communiqués condamnant la complicité entre Kabila et Kagame. Et comment Félix arrive et pense que Kagame est le sauveur. Mais nous avions trouvé tout de suite la réponse. C'est le contexte et les conditions de son arrivée au pouvoir qui a fait que Félix Tshisekedi puisse marcher bras dessus avec Paul Kagame, qui a toujours été un bourreau pour le Congo. D'accord, merci beaucoup. John Kolela, Tshisekedi a aggravé la situation à cause de sa naïveté, Dixit Prince Penge. Non, ce sont des paroles que je ne tiendrai pas en compte parce que je connais bien Prince Penge et son discours presque haineux vis-à-vis du régime Tshisekedi depuis le départ. Tu ne trouveras jamais un seul discours de Prince Penge depuis 2019 en faveur de Félix. Ça n'existe pas. Tu peux aller vérifier. Nous le connaissons ainsi. Et dire que le président Tshisekedi a aggravé la situation parce qu'il cherche la politique de bon voisinage, parce qu'il cherche à ce qu'il mette fin à la guerre par des moyens diplomatiques et en faisant de l'économie gagnant-gagnant, parce que les Rwandais sont nos voisins éternels. Qu'on le veuille ou pas. Même si le degré de l'économie entre nous et le Rwanda n'est pas assez très prononcé, même si on fait 150 rotations, pourvu que le Congo gagne et le Rwanda gagne, parce que la cause de la guerre, dans une certaine mesure, c'est un problème de richesse, c'est un problème économique, de traitement de l'économie. Alors, la guerre, soit on la gagne par la diplomatie, soit on la gagne par des négociations, soit on la gagne par la bataille sur les champs de bataille. Le fait de choisir une des méthodes pour donner la paix n'est pas une naïveté. Changer les richesses contre la paix. Attendez, je vais en arriver. Est-ce que pour trouver la paix, il n'y a qu'à faire la guerre? Ou bien il y a d'autres possibilités? Et si on choisit une de ces possibilités-là, est-ce qu'on a tort? Et la possibilité qui était choisie, si c'était l'échange des richesses contre J'en arrive. Il parlait, vous ne l'interrompez pas, laissez-moi aussi parler. Oui. Le président Tshisekedi, même la guerre, c'est-à-dire l'échec de la diplomatie. C'est ça la guerre, non? C'est lorsqu'on échoue toutes les autres possibilités qu'on peut arriver à la guerre. Le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Il donne la chance d'abord à la paix, à des voies pacifiques. C'est par là qu'il faut commencer, non? Toute personne, quand il y a un problème, tu accordes la chance à quelle possibilité? À la négociation, à la paix. La manière dont il présente l'affaire pour dire qu'il faut la richesse pour la paix, la manière de présenter n'est pas celle-là. Ce n'est pas donner les richesses gratuitement pour qu'on nous donne la paix. On n'est pas allé donner l'or gratuitement. On n'est pas allé donner l'espace aérien gratuitement. C'est en faisant les affaires. Vous vous retrouvez dans les affaires, nous nous retrouvons dans les affaires.
Mais la manière dont il présente la chose, c'est comme si le Congo est allé avec ses richesses pour dire que non, prenez, laissez-nous calmes. Quel est le pays avec lequel on ne traite pas à travers le monde? Même parmi nos voisins. Nous traitons avec tout le monde, non? Si le problème, c'est un problème de richesse, mais faisons les économies ensemble, évoluons ensemble, cherchons la paix ensemble. Est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Même si c'était connu que Kagame n'était pas un bon... Kagame, il y a un problème. Il a d'autres visées. Même un mauvais partenaire peut changer si vous lui présentez d'autres possibilités. On n'est pas ennemi éternel, on n'est pas amis éternels. Moi, avec lui, nous étions amis ensemble dans l'opposition, mais aujourd'hui, nous sommes opposants. Vous êtes toujours amis, hein, malgré ça. C'est ce que je dis, je parle en termes d'opposition et de majorité. La France et l'Allemagne étaient aussi des ennemis à un moment de la vie. Ils ne sont pas restés des ennemis éternellement. Les alliances se font et se défont. Mais lorsqu'on accorde une opportunité à ceux qui étaient les ennemis, de voir d'abord d'essayer autrement pour faire les choses autrement, pour enfin se réunir. C'est possible, vous ne pouvez pas dire parce qu'on a fait ce qu'on a trahi, non. Et eux, la naïveté, hein, ce n'est pas la naïveté. La naïveté du régime de Tshisekedi. Ce n'est pas la naïveté. Le fait que le président Tshisekedi a accordé beaucoup de chances à la paix, à des voies pacifiques, ce n'est pas la naïveté. Et il proposait quoi à la place? Qu'on déclare le même jour la guerre, il arrive au pouvoir en 2019, nous sommes en janvier, il a parlé bien de janvier. Le lendemain, on déclare la guerre. Fayulu a été toujours contre il y a l'approche de négociation avec le Rwanda. Il faut évidemment, tout le monde en parle, mais quand c'est Tshisekedi qui le fait, c'est qu'il a tort. Et puis il dit que non, c'est dans les circonstances de son arrivée. Qu'est-ce que Paul Kagame pouvait apporter à Félix, qu'il accepte ou pas? Comme président, il lui apporterait quoi? Il n'y a rien à apporter. Donc moi, je dis que le président Félix, un homme de paix, et tant que président, qui préserve la vie, parce qu'ici, il s'agit de deux pays différents. Même au Rwanda, là-bas, il y a les Rwandais qui ne sont pas d'accord avec la politique de Kagame. Le fait d'accorder la chance à trouver des solutions à des voies pacifiques et donner le temps au temps pour aboutir à une solution qui pouvait être positive ou négative, ce n'est pas la naïveté. Si Tshisekedi est naïf, c'est que c'est le faux naïf. Parce qu'il a accordé la chance à la paix. Et aujourd'hui, lorsque, noir sur blanc, avant même que le Tshisekedi n'accorde cette chance à Kagame, il n'y a personne qui condamne Kagame comme agresseur. Le fait que diplomatiquement, même si on n'est pas encore arrivé au bout, du moment où l'Union européenne, les États-Unis, l'ONU reconnaissent au moins certaines choses qu'ils ne reconnaissaient pas avant, c'est ça même le pas vers la victoire. Même si on n'est pas encore arrivé au bout. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait que Kagame, le Rwanda, agresse le Congo. C'est ce qu'il se disait pas avant 2019. C'est d'abord ça un pas. Donc, on n'aura pas la victoire, 100% de la victoire en un instant. Il y a toujours les étapes vers la victoire qu'il faut franchir. Et Tshisekedi, ce qu'il a fait aujourd'hui, a démontré aux uns et aux autres que Paul Kagame a d'autres intentions et que tout ce qu'il disait que là, c'était le mensonge. Au moins, le fait de faire découvrir Paul Kagame et ses intentions, c'est aussi ça la victoire. N'était pas connu avant. C'était connu et c'est connu, mais il y a d'autres pays, d'autres puissances qui ne voulaient pas se prononcer reconnaissant ces intentions-là. Ils se cachaient ou bien ils croyaient au mensonge de Paul Kagame. Et aujourd'hui, cette façon de faire la politique par Tshisekedi a fait découvrir Paul Kagame devant tous ces autres-là et qui l'ont même condamné. Ce qu'il ne faisait pas avant 2019. Donc je crois que nous sommes sur la bonne voie. Même s'il fallait aller dans la guerre, on n'ira pas à la guerre sans raison ou bien de manière vaille que vaille. Il a parlé aussi de la diplomatie de Tshisekedi ici qui a peut-être démontré ses limites avec aujourd'hui les puissances qui soutiennent Félix Tshisekedi, qui soutiennent Kagame en allant signer des accords avec le Rwanda. Je parle ici de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire que en faisant cela, la diplomatie de Tshisekedi a réussi? Bon, tout dépend de comment vous entendez par le mot réussir. La réussite ne veut pas dire que lorsque vous faites 100% même en classe, c'est ça réussir. La réussite, on peut réussir avec 50%, on peut réussir avec 60%, avec 70%. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pourcentages qui manquent, mais la réussite ne devient pas l'échec. Lorsque je fais 70%, c'est-à-dire que j'ai manqué 30%. Ça ne signifie pas que j'ai échoué. Donc, il y a les étapes. La diplomatie de Félix Tshisekedi, c'est une diplomatie qui a trouvé d'autres choses, d'autres circonstances ou d'autres environnements politiques au niveau international. Et lorsqu'on est en train de casser, de chercher les choses en notre faveur, ça ne vient pas de manière automatique le même jour. C'est un travail de longue haleine qui va se faire dans la durée. Et la victoire finale, c'est la somme des petites victoires réalisées à gauche, à droite, le long des années.
Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la diplomatie, c'est un échec. C'est une grande réussite, mais ce n'est pas total. Il faut parler ainsi. Ce n'est pas une réussite totale, mais c'est une réussite. Il y avait des gens qui avaient décrit à l'époque le fait que le président Tshisekedi ait élevé l'option de privilégier les accords bilatéraux Rwanda-RDC en matière économique, notamment l'installation des usines de l'or et tout ça. Les gens avaient critiqué ça. Les Congolais, certains Congolais s'étaient farouchement opposés à ça. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient raison de le faire à l'époque? Non, et que finalement, ils ont eu raison aussi après. Non, ce n'est pas pour dire que lorsqu'on lève une option, on essaye de suivre cette option-là. Si l'option évitée a une difficulté, c'est que c'était un échec ou bien l'option était mauvaise. Non. Parce qu'on doit toujours lever les options dans la vie. Parce que la vie de l'homme, du bout en bout, depuis ta naissance, c'est question de choix. Aujourd'hui, si tu es habillé tel que tu es habillé là, tu as choisi parmi autant d'habits. Si je suis dans cette chaîne, je fais le choix de venir. Toute la vie de l'homme, c'est un problème de choix. Le président Tshisekedi, en levant l'option, pour dire que la cause de la guerre, c'est une cause économique. Parce que le pays voisin est pauvre, il n'a pas les moyens de subsister, il a moyen de vivre. Faisons les économies gagnant-gagnant. Lors là qu'on était en train de transporter là-bas, ce n'était pas gratuit. C'était dans le cadre des affaires, les Rwandais gagnent, nous gagnons. Le fait qu'on a fait cette ouverture-là, ce n'est pas une naïveté, ce n'est pas une faiblesse. C'était à la recherche des solutions pour la paix. Même quand vous réclamez la guerre, il n'y a personne qui dit que c'est lui qui va mourir et pas les autres. Vous voyez? Donc, le fait de vouloir sauver des vies humaines par des moyens pacifiques, pour moi, ce n'est pas une naïveté. Même si on donne à l'Ukraine beaucoup de moyens, l'Ukraine ne se bat pas contre le Rwanda ou bien contre un pays qui n'est pas une grande puissance. L'Ukraine se bat contre la Russie et les enjeux ne sont pas à comparer. C'est tantôt lui, avant le micro, qui parlait qu'il y a des choses incomparables. C'est vrai que nous avons besoin qu'on parle de nous, qu'on parle de l'Ukraine, mais les enjeux au niveau mondial ne sont pas les mêmes. Nous devons être sûrs de cette question-là. Alors, Prince Epenge, aujourd'hui, parce que vous avez reconnu qu'il y a un complot contre la RDC, vous avez évoqué ici le cas de Lumumba, qui le disait déjà en 1960, que le Congo faisait face à un complot pour qu'il soit balkanisé. Et Paul Kagame a affirmé clairement que son problème avec le Congo, la RDC, c'était pas ni Kabila, ni Tshisekedi, mais son problème, c'est un problème des terres. Comment, à partir de ça, vous pensez que nous avons prêté les flancs à celui qui veut seulement avoir nos terres? Je crois que c'est une question pertinente à laquelle je vais m'empresser de répondre. Mais laissez-moi d'abord signifier à mon frère de l'IDPS que personne ne peut se prévaloir de sa propre stupidité. Félix Tshisekedi s'est trompé. Normalement, à toute logique, on pourrait appeler ça pas des erreurs, mais des fautes de gestion. En privilégiant la coopération avec les pays voisins, la coopération économique, c'est ça les erreurs? Quand on connaît bien l'adversaire, oui, vous pouvez être contraire à lui faire des concessions, mais des concessions que vous allez calculer. La France et l'Allemagne, dans votre comparaison, n'ont pas fait une paix aveugle. Step by step, comme disent les Anglais, étape par étape. Mais quand on dit étape par étape, ça dit qu'à chaque étape, on évaluait, on pesait, on sous-pesait, on voyait le pour et le contre. Mais ici, c'est que, je parlais même de la vélocité. Quand je parle de la naïveté du régime de Félix Tshisekedi, c'est l'emprincement avec lesquels plutôt on signait des contrats, des accords économiques en violant même la Constitution, sans même en avertir, oui, parce que beaucoup d'accords signés avec le Rwanda, y compris avec le Burundi, c'était à l'abri, dans les dos des députés. Plusieurs fois, les députés ont décrié le fait que Félix Tshisekedi signait certains accords sans lesquels citez-les? Notamment les accords dans le domaine militaire, sans en aviser le Parlement. Et ce sont des accords qui Félix signait à tour de bras. Vous savez, lors d'une de ses interviews,
Félix Tshisekedi, mon grand frère, je souligne bien mon grand frère et je vais vous dire pourquoi. Félix Tshisekedi a tenté même de dire que les Congolais qui meurent au Congo meurent à cause des dégâts collatéraux. C'était lourd, c'était pesant. À cause des dégâts collatéraux. Donc il supposait les dégâts collatéraux de la guerre. Il supposait que la guerre au Congo, c'est d'abord la guerre entre les Congolais même. Et donc les Congolais qui mouraient, c'était à cause des dégâts collatéraux. Il est même allé encore plus loin en disant pourquoi à chaque problème que vous avez au Congo, vous voulez toujours voir le Rwanda derrière. Félix a dit ça. Donc ici, pour moi, il s'agit de vous dire que... Donc pour vous, le problème c'est Félix qui est à la base et non quelqu'un d'autre. Pas ça. Reconnaître certaines fautes commises par Félix Tshisekedi, reconnaître certaines erreurs commises par Félix Tshisekedi est une forme d'intelligence. Que de continuer à dire que tout ce qu'il a fait a été parfait. Non. Il n'a fait que cumuler des fautes graves dans sa gestion, surtout par rapport aux relations entre le Congo et le Rwanda. Mais reconnaître cela vous donnera d'ailleurs la force. Je vous ai posé la question ici. Paul Kagame lui-même, au Bénin, à Cotonou, a dit clairement que les problèmes avec les Congo, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Tshisekedi, mais c'est un problème de terre parce que lors de la conférence de Berlin en 1885, lors de la partage de l'Afrique, il y avait des terres rwandaises qu'on avait données à la RDC. Voilà ce que Kagame avait dit. Il avait lâché les grands morceaux. Dès l'entame de mon propos, j'ai pris le soin de vous dire que c'est une bonne question à laquelle je vais répondre, mais je voulais un peu faire ce petit toilettage technique pour démontrer à mon frère de l'UDPS qu'il n'y a pas de place pour la haine chez nous. Quand il dit que non, j'ai tenu un discours haineux, de toute façon, je n'ai jamais dit quelque chose de positif à l'endroit de Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas ça le problème. Mon péché à moi, Prince Epenge, c'est que j'ai dit les choses en toute vérité, franchement, pour vous aider à corriger. Malheureusement, l'orgueil ayant pris place dans le chef de M. Félix Tshisekedi et dans la maison de Félix Tshisekedi et ses amis, ils ne veulent pas écouter ce que nous disons. Or, un homme d'État, même dans la critique, trouve de quoi retirer comme leçon. Alors, répondons à la question. Donc, je vous dis, faites un bon examen. Faites l'autopsie de ce qu'a été la gestion de Félix Tshisekedi dans ses relations avec le Rwanda. Vous allez voir que Félix Tshisekedi a aggravé la situation. Pour celui qui connaissait comment Kagame est, je vais être précis. Il a aggravé comment? Il a aggravé comment? On connaît les accords du 23 mars 2009. Vous connaissez les contenus de cet accord-là. Aujourd'hui, les M23, même Kagame, demandent l'application de cet accord-là. Permettez-moi à répondre rapidement sur votre question. Je vais donner les cas. Il a ici épinglé le fait qu'avec Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il y a des avancées. Il y a l'ONU, par exemple, qui condamne, qui fait des communiqués. Ça, c'est faux, monsieur. C'est qu'on a un témoin ici qui est un journaliste, je dirais, chevronné. Ça fait presque... bientôt, il va peut-être avoir une décennie et demie. Et là, dans ce plateau que nous partageons, et dans cette chaîne Amen TV que je connais depuis près d'une décennie, les Nations Unies, en 2018, avaient pondu un communiqué. En 2018, avant les élections, avaient pondu un communiqué attestant la présence de l'armée rwandaise au Congo. Les Nations Unies n'ont pas commencé à dénoncer seulement avec Félix Tshisekedi pour dire que non, comme les Nations Unies dénoncent aujourd'hui l'agression rwandaise, donc c'est à mettre dans l'actif de Félix Tshisekedi. Non, c'est depuis avant même l'arrivée de Félix Tshisekedi, il y a même des photos de drones. Et nous, dans l'opposition, on en avait besoin pour enfoncer les clous sur nos critiques envers Kabila. En 2017, les Nations Unies également avaient pondu un communiqué. Voyez-vous? Donc, dire aujourd'hui que ce n'est qu'aujourd'hui que les Nations Unies dénoncent, et donc c'est Félix Tshisekedi qui a permis cela. Non. Alors, je viens maintenant à la question des richesses. Évidemment que la guerre
que nous subissons justement de la part du Rwanda est fondée sur nos richesses, est fondée sur cette... Kagame a parlé des terres. Il a dit que les problèmes, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Tshisekedi. C'est ça ma question. Répondez à cette question. Si vous me suivez très bien, c'est ça ce que je suis en train de dire. Apparemment, vous voulez que je puisse hausser les tons. C'est une guerre qui est fondée sur la richesse de la terre et sur le pillage de nos ressources minières. Ça n'a rien à voir avec Fachi, hein, Tshisekedi. Est-ce que j'ai l'impression que vous voulez parler à ma place? Non, je vous pose des questions de relance pour que vous répondiez. Je suis présent. Laissez-moi au moins le temps de vous répondre. La question peut être répondue en 2 temps ou en 2 paliers. Ça, c'est le premier palier. Donc, oui, le Rwanda va avoir nos richesses. Le Rwanda va avoir nos terres. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. D'ailleurs, rappelez-vous, nous sommes en 2019. Nicolas Sarkozy était encore le président de la France. Avant de faire une tournée en Afrique, Nicolas Sarkozy va avoir une réunion avec les diplomates français. Et lors de cette réunion-là, Sarkozy dira « La nature a ses lois. Il existe en Afrique un pays extrêmement dynamique qui est le Rwanda, qui vit aux côtés d'un géant. Un pays immensément riche qui est le Congo. Et donc, par conclusion, pour résumer, le Congo doit savoir partager ses richesses avec le Rwanda. Et croyez-moi, parce que vous voulez vraiment, à tout moment, vous me répétez, mais où est la part de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi a une part, et une bonne part. Laquelle? Dans l'approchement de la situation, de par sa politique initialement mise sur pied, 2019, 2020, 2021. La politique du bon voisinage, oui. C'est ça? La coopération économique. Vous appelez ça politique de bon voisinage. Bon voisinage. Mon parti ADD Congo et la coalition Lamuka que je représente cet après-midi appellent ça une politique naïve, basée sur... Mais donner le contenu à la naïveté. Jusque-là, tu n'as rien dit par rapport à la naïveté. Donner du contenu pour qu'on prouve que c'est ce qui est naïf. Vous êtes le seul Congolais qui n'a pas suivi ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas ça. Vous savez que refuser de comprendre est aussi une volonté. Donc, si ta volonté est de refuser de comprendre... Parce que tu n'as rien dit, comment on va comprendre? Dieu merci, parce que je m'adresse aux Congolais. Nous attendons, mais avec moi, parce que vous débattez avec moi, je dois avoir la mesure de vous répondre. Quel est le contenu qui prouve que c'est ça être naïf? C'est ça. Merci, vous faites bien votre travail de journaliste et assistant, mais laissez-moi au moins continuer. Non, je fais mon travail de co-débatteur, parce que je dois comprendre pour vous répondre, parce que je dois répliquer. Quand Sarkozy termine ce discours-là, Sarkozy va finir par faire... Donc, ça démontre qu'il y a un complot de toutes ces puissances-là contre la RDC. Mais d'ailleurs, quand j'ai pris la parole, j'avais démontré que le complot était un complot international. Alors, la part de Félix dans ça, c'est quoi? Mais la part de Félix, vous avez démontré... Si le complot est international, si ça a commencé depuis 60, si ça continue jusqu'aujourd'hui, comment vous pouvez dire que c'est lui qui a aggravé la situation? Je vous ai démontré par ses différentes politiques, quand il arrive... Ces ponts qu'il a jetés à Paul Kagame, en sachant que Kagame était dangereux pour le Congo. La naïveté de sa diplomatie consistait à dire on peut signer les accords économiques, on peut signer les accords militaires avec les Rwandais. On peut privilégier la politique de bon voisinage. Et les Rwandais. On va changer de sujet. Je termine parce que changer comment moi je n'ai pas encore répliqué. Non, vous allez vous parler puis on change de sujet rapidement. Parce qu'on va parler de la violation de la Constitution ici. Il m'a interrompu, vous m'avez interrompu. Alors, mais vous avez fait 15 minutes, papa. Je terminer mon développement. Alors ici, la question ne se pose plus à toute responsabilité. Comme un homme d'État, je l'ai dit. C'est extrêmement étonnant quand j'entends sur ce plateau que voilà, c'est maintenant qu'on vient de découvrir que c'est le Rwanda, c'est maintenant que les gens commencent à condamner. Cette dimension des choses chez nous au sein de la MOUCA, c'est déjà fini. Les Congolais savent que c'est le Rwanda. Dites-moi, nous sommes le 19 février et je vais être vraiment chirurgical avec lui pour qu'il comprenne. Je crois qu'il lui faut un stylo pour qu'il note. Nous sommes le 19 février 2021. Faites un effort pour ne pas déborder dans ton langage. Prince Epenge s'est présenté avec plus de 2000 jeunes devant l'ambassade du Rwanda. Vous avez fait passer les images ici dans votre télévision pour exiger qu'on expulse l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. C'était pourquoi?
Parce que Vincent Karega avait tenu des propos que nous avons qualifiés de révisionnistes, en disant que le Rwanda n'a jamais tué un seul Rwandais, l'armée rwandaise n'a jamais tué un seul Congolais au Congo. Et que Kagame a appuyé ces propos-là 2 semaines après à Paris. Je suis factuel. J'ai dit. Je me suis présenté avec les jeunes de la Mouka, de la DD Congo, mon parti des autres, devant l'ambassade rwandaise. On m'avait arrêté, on m'a menotté pendant 3 heures, on m'a fait marcher dans toute la ville, on va me jeter au Kalfungola. Pourquoi? Parce que j'avais demandé à Félix Tshisekedi qu'il faut expulser l'ambassadeur rwandais, Vincent Karega, il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, compte tenu de ces propos-là. Parce que nous avions compris déjà la dimension et la dangerosité de Kagame par rapport. Merci beaucoup. À ce moment-là, M. John Kolela, qui est en face de moi, disait que non, les relations entre les chefs de l'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sont beaux fixes, que Kagame est un allié privilégié, il faut les protéger. C'est vous aujourd'hui qui pouvez me donner les leçons. Quel est le type de relation, quel est le comportement que nous devons avoir avec le Rwanda, alors que moi j'ai été arrêté en vous demandant de rompre les relations avec le Rwanda. Apparemment, est-ce qu'on m'a donné la parole? Est-ce que je peux parler maintenant? Après 17 minutes, tu continues. Vous comprenez au ralenti. Allez-y, prenez aussi les mêmes timings que lui. Arrêtez-les d'abord. D'accord. Je te dirai d'abord ceci d'entrée de Vous jeu. déranger l'émission, apparemment. Non, il ne faut pas déranger l'émission. Je sais que c'est... Vous voulez déranger l'émission. Non, vous avez fait 17 minutes et vous n'avez rien dit. Prenez même 20 minutes, c'est pas vous grave. me doitez même quand vous parlez. Je vous demande au bon sens et à récupérer votre tempérament. Ça, c'est de 1. Je commence par là où vous avez terminé. Lorsque vous avez été arrêté, moi aussi j'avais vu des images, vous aviez été arrêté parce que vous avez demandé qu'on puisse reléguer l'ambassadeur rwandais ou bien parce que vous avez violé la loi pour manifester. Voilà les mensonges de l'opposition. Vous manifestez, c'est bien. Ce que vous réclamez, vous n'avez pas tort. Mais vous le faites en suivant la loi. Parce que pour manifester, il y a des conditions que vous avez ignorées. Et à ce moment-là, vous dites que quand vous manifestez pour réclamer cela, moi j'étais en train de dire que les relations étaient au bon fixe. Dans votre raison, mais vous ne vous êtes pas bien comporté. Et on doit remettre de l'ordre dans la ville. C'est normal. Et vous appelez ça arrestation? Non, on vous a empêché seulement de violer la loi. Ça, c'est 2. Tu parles très bien que nous sommes en 2019. En 2019, le M23 a déjà déposé les armes. Il y a eu déjà les accords avec l'ancien régime. Ils sont déjà amnistiés. Vous parlez de quel accord? L'accord du 23 mars 2009. De 2013, qui avait mis fin à la guerre du M23. 23 mars, c'était en 2009. Je parle de l'accord. C'est le même accord parce qu'on a repris en 2013, non, pour mettre fin à la guerre, non? Cet accord-là a été renouvelé pour la 2e fois. Nous sommes en 2019. Nous sommes dans la procédure pour normaliser les choses, pour privilégier la voie pacifique. Si je peux dire qu'en ce moment-là, vous voyez ce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte, non? Nous ne sommes pas en 1960. Nous ne sommes pas en 2007. Nous sommes en 2019 où il y a un président qui a choisi son schéma et l'autre, jusqu'à ce moment-là, ils sont en train de travailler sur ce schéma-là. 2019 où Félix Tshisekedi avait invité les M23 ici à Kinshasa pour négocier, c'est ça? Je vais en parler, il n'y a pas de problème. Les M23, ils sont arrivés à Kinshasa, non pas comme un mouvement rebelle, mais comme un parti politique. Un parti politique ayant les accords avec le gouvernement congolais. Parce que c'est le gouvernement, ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'affaire de Joseph Kabila. L'accord de 2009, l'accord de 2013, c'est l'accord du gouvernement congolais avec le M23. Où on acceptait que les Rwandais puissent même postuler dans notre pays, soit dans l'armée, qu'ils fassent la politique. C'est l'ancien régime que moi et lui étions en train de combattre. Maintenant que Félix prend les affaires, n'a-t-il pas droit d'inviter ces gens-là pour les écouter aussi? Parce que ces gens-là ne sont pas des rebelles. Ils ont déjà déposé les armes, ils se sont mués en un mouvement politique. Mais l'accord est sur la table, signé devant le représentant spécial des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies. Le président qui arrive, il trouve un dossier sensible. S'il invite, à ce moment-là, pas le rebelle, mais le partenaire politique, pour les écouter, a-t-il tort? Donc il fallait les laisser à distance, agir seul. Donc vous confirmez ici que c'est Félix Tshisekedi qui avait invité les M23 je en janvier 2019. Permettez-moi aussi que je parle de manière normale. Dit qu'ils étaient logés aux frais de l'État congolais ici. Évidemment, on n'a pas invité les rebelles, on a invité les politiciens comme on en invite jusqu'aujourd'hui. Quand on a fait l'Union sacrée, on n'a pas invité les députés, les politiciens.
En ce moment-là, en 2015, le M23 avait déjà obtenu l'amnistie. En 2015. En Oui. 2015. En 2019, Je me rappelle encore à l'Assemblée nationale, hein, vous oui, étiez évidemment, député. j'étais député. Ok. En 2019, vous reprochez quoi au M23? Nous sommes en 2019 parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Ils ne sont pas rebelles. Ils sont une force politique bénéficiant de l'amnistie. Ils sont membres du FCC, au même titre que le PPRD. Absolument. Et si on invite ces gens-là pour les écouter et savoir ce qu'il faut faire par rapport à leur accord, on a tort? Moi, je dis qu'on n'a pas tort. N'importe quel président va faire la même chose. On aurait tort si on acceptait de faire ce qu'il voulait. Donc il y avait un accord Mais- trouvé entre le président Tshisekedi et le M23 Non. avec tout ce qu'il y avait comme revendication Ce n'est pas au ça. sein de cet accord-là. Vous déformez, là, vous déformez Je l'histoire. pose la question. Évidemment. Je pose la question. L'accord a été trouvé entre le M23 et l'ancien régime. Hum. Mais l'accord là, c'est l'accord entre le M23 et le gouvernement congolais qui, lui, n'a pas de régime. C'est la continuité des affaires. Tout à fait. Ce que Kabila avait fait en son temps doit retrouver Tshisekedi sur la table. Et Tshisekedi doit appeler ces gens-là pour les écouter et donner sa position. Que je ne veux pas de ça. Et quelle était sa position alors? Sa position, c'est ce qu'il continue à dire jusqu'aujourd'hui. Il n'y aura pas de négociations. Les M23 ne vont pas encore intégrer l'armée. On ne va pas continuer à infiltrer notre armée. Il a refusé. C'est ces refus-là maintenant. C'est là que commence maintenant le problème. Parce qu'il est vrai que l'affaire avec le Rwanda commence depuis les années 60, comme Lumumba l'avait dit. Mais chaque président a sa responsabilité par rapport à sa manière d'aborder les problèmes qu'il a trouvés. Et pour Tshisekedi, il refuse de faire intégrer les étrangers dans notre armée. Il n'a pas tort. Vous ne pouvez pas dire qu'il a aggravé la situation parce qu'en intégrant la situation sera plus pire que de l'aggraver de cette manière-là. Et maintenant, il a choisi maintenant la voie de la collaboration que lui appelle la naïveté. Le Congo serait naïf s'il prend les richesses, s'il prend les territoires, il accède, il donne ça au Rwandais pour faire ce que le Rwanda veut. Mais si le Congo, à la manière de Sarkozy que lui-même venait d'évoquer, qui a dit que le Congo doit partager ses richesses avec ses voisins, ne faut pas mal comprendre Sarkozy. Ce n'est pas partager des données, je prends, je te... bon? Non, attendez. Partager ne veut pas dire prendre mon téléphone, je te donne, ça reste pour toi. Mais si je prends mon téléphone, je te le vends, c'est aussi partager. C'était ça le sens du discours de C'est-à-dire faire... Sarkozy? Je pense que c'est ça la philosophie de faire les affaires. Partager ne signifie pas seulement donner gratuitement à titre gratuit. Donner à titre gratuit, c'est partager. Donner à titre honoraire, c'est aussi partager. C'est-à-dire on fait les affaires gagnant-gagnant comme le président Tshisekedi l'a bien compris le message. C'est-à-dire que si nous partageons de manière à ce que le Rwanda gagne, de manière à ce que le Congo tire aussi profit de ces affaires-là, il y aurait la paix. C'est ce que Sarkozy a dit. C'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Alors, La paix n'a pas été- c'est ça le problème. Sarkozy, il a dit ça pensant que c'était ça la paix. Et le président Tshisekedi aussi a cru à la bonne foi pour le faire, disant que c'est ça la voie de la paix. Mais le problème, ce n'est ni Tshisekedi, ni Sarkozy. Le problème, c'est Kagame qui a ses propres ambitions autres que ce que nous pensons. Des visées Alors, le expansionnistes. fait que, évidemment, le fait que Kagame a ces idées-là, vous voulez donner tort à Tshisekedi parce que Kagame pense autrement? Et vous l'appelez lui des naïfs? Et si vous dites que ce que Tshisekedi a fait, c'est la naïveté, qu'est-ce que vous avez proposé? Parce qu'il est question de la République, il n'est pas question de Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez proposé à la place? Donc, moi, je crois que le travail du président Tshisekedi était bien fait de manière très sage et de manière très responsable. Et la coopération, même si on a signé autant d'accords, aussi longtemps que ces accords-là, c'est pour le bien de la République. On n'a pas vendu la République, on n'a pas cédé des centimètres de la République. Le président Tshisekedi a accordé la chance à une voie pacifique, je me répète. Et si cette voie-là n'a pas abouti, non pas par sa propre volonté, mais par la volonté de l'agresseur qui a d'autres ambitions, et vous ne pouvez pas condamner celui qui a essayé. De deux, il dit que depuis telle année, il y avait un rapport de l'ONU disant qu'il y avait la présence de militaires rwandais. Oui, nous tous nous le savions. Il a parlé de 2018. Mais évidemment, il confond reconnaître la présence de l'armée rwandaise et condamner le Rwanda pour ce qu'il a fait. Ce sont deux choses différentes. On a reconnu en 2018, mais on n'a pas condamné. On n'a pas condamné. Il y a un rapport de l'ONU et les pays n'ont pas... Il y en a même qui doutaient de ces rapports-là. Et aujourd'hui, si à partir de ces rapports-là, il y a eu un autre pas supplémentaire pour arriver à condamner, pour arriver à demander au Rwanda d'interdire certaines choses, c'est un pas. On ne dit pas que tous les pas doivent être faits en 2018. Il y en a ce qui a été fait en 2018, certainement.
Et d'autres pas supplémentaires ont été complétés en 2019, en 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et ne pas reconnaître cela, dire que c'est la naïveté, il faut comprendre les conseils. Lesquels conseils vous avez donnés, on a refusé? Lesquels? Il parle ici de ce qu'il a... Bon, vous avez déjà répondu ça lorsqu'il a été arrêté parce que manifestant... Non, c'est le populisme tout simplement. C'est parce qu'on ne respecte pas, même s'il faut manifester, même si vous êtes dans les droits, dans la raison, il y a des procédures. Vous demandez l'autorisation et vous marchez. Vous réclamez ce que vous avez réclamé. Cette guerre provoque des dégâts incroyables. Il y a une catastrophe humanitaire au Kivu, une catastrophe humanitaire indescriptible. Alors, moi, j'étais sur terrain récemment. Je suis allé jusqu'à Sake Centre et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vis comment les déplacés des guerres, des orphelins des guerres. Je rappelle d'abord que je n'ai pas fait 17 minutes. Je devrais compléter quelque chose. Vous aurez le temps? Oui, j'aimerais, parce qu'il s'agit de ces questions ici, j'aimerais rappeler que lorsque Tshisekedi dit qu'il y a les dégâts collatéraux, lorsqu'il dit que chaque fois qu'il y a un problème, vous indexez les Rwandais. C'est normal qu'on le dise. Tous les problèmes congolais ne viennent pas que du Rwanda. Lorsqu'on tue les gens parce qu'ils sont des Balouba au Katanga, est-ce que ce sont les Rwandais qui sont allés dire là-bas, allez-y tuer? Il y a des problèmes spécifiques qui concernent le Rwanda, qui les concernent, on doit dire que ça c'est les Rwandais. Il y a nos propres problèmes à nous aussi. Nous nous entretuons aussi entre nous sur différents dossiers. Notamment dans la province orientale. Si quelqu'un un jour, comme Tshisekedi dira que non, pourquoi chaque fois qu'il y a les problèmes, vous indexez les Rwandais? Les problèmes qui concernent le Rwanda, indexons les Rwandais. Les problèmes qui nous concernent aussi en interne, parlons entre nous. Après les élections, est-ce qu'on n'a pas tué les gens en 2018? C'était les Rwandais qui étaient dans les Bandundu ou bien ici à Kinshasa? Donc nous avons nos propres problèmes, en plus des problèmes que nous avons avec les Rwandais, et c'est normal qu'on en parle aussi. Merci beaucoup. Alors, suivons d'abord cet élément ici. Nous allons revenir sur ce plateau pour aborder le deuxième sujet de l'émission. Quartier babengaka Kaduki. Touti Kaduki, on a ma bombe, ezobeta biso ba civil. Nde tolobi, tokengela bana, tokei ana mubulu. Zaka ya déplacé à mubulu. Kaba déplacé avant. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis journaliste dans le Kinshasa. Ok. Je suis journaliste dans le Kinshasa. Salinga mabe yango wana nazongi nasombi mwa elo mwa moke oyo tokopesa mwa sucre moke basala bango ata mwa ti na bango awa naza na mwa ndambu ya mapa na mwa ndambu ya mungwa mwa ndambu ya sukali ya moke osala espace Malembe. Moi je vais donner symboliquement et puis calme. Laetitia. Pose à la calme, pose à la kimia, pose à la kimia. Msogee nyuma kwanza.
Touche puis boss. La situation humanitaire est catastrophique. Ça me fait beaucoup de peine. On a amené un petit rien pour les déplacés de guerre. Mais ça a été tellement insuffisant que ça provoque un peu les autres. Nous allons revenir encore prochainement pour poser ces actes ici. J'ai dit ceci, Nabozonga, Awa. Vraiment, ça me fait beaucoup de peine de voir tous ces enfants ici, les déplacés de guerre. La catastrophe humanitaire est là. Il faut vraiment qu'on mobilise les compatriotes, les Congolais partout à travers le monde où vous êtes. Nous avons besoin que chacun de vous puisse poser un geste. Parce que là, ma casse awa. Yamona, les Alaki, le Konabino, Charles Kenkan, journaliste patriote, awa, Nakati, Yakan, Yamungunga, et pas Wapi, va déplacer des guerres, Yasake, Bazali, Ebele. La Kansi, Torokutana, Mbalasima, semaine prochaine, Tokoza Jisu Awa, pour Nakoya, Kosala Makamu. Lancer un appel aux Congolais. Ceux qui meurent de faim là-bas, ils ont fui des bombes, des crépitements de balles, ils ont fui la mort là-bas, mais il y a une autre mort qui les attend là-bas, c'est la famine. Alors, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire en attendant les programmes alimentaires mondiaux, des gens qui boutiquent contre nous, qui sont à la base de guerres. On ne peut pas attendre seulement ces gens-là pour qu'ils viennent nous aider, pour qu'ils donnent quand même un petit rien à nos compatriotes qui meurent de faim. Là, ce sont des orphelins de guerre, ce sont des déplacés de guerre, ils n'ont rien. Est-ce qu'il faut bisonner de Tovanda Moutou à ça, les côté Yango wana te lancer campagne Oyo, Moutou, Ezakakate, on les kaparingaï. Mais tu peux aussi prendre initiative pour aller aider ces gens-là. Partout à travers le monde, où vous me suivez, il y a des églises, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, Allemagne. Si vous voulez aider ces déplacés de guerre qui n'ont rien, alors rien, ils sont très nombreux à Goma, partout dans des écoles, dans des églises, ils dorment à la Belle Étoile, plus de 700 000 personnes, c'est très très compliqué. Voilà pourquoi, partout où vous êtes, si vous voulez aider ces frères-là et que vous n'avez personne par laquelle vous pouvez passer pour aider ces gens-là, vous pouvez me contacter parce que dans 10 jours, je vais encore aller là-bas pour aider nos frères-là. J'avais amené un petit rien, gâteau, jus, c'est pour la banane miké, mais il y avait aussi sucre, mungwa, pour la mikolo. Mais malheureusement, vous êtes en train de voir là que mikolo, bazoya ko boto na kamwa gâteau ya muké. Oh, na pesa bana wana. Donc nzala pas ces amakasi bande konangai, toti kala te kaka boye, chilombo, c'est bien, mais yo pozo sala nini pona mboka na yo. Voilà pourquoi to lancer campagne à solidarité pona bande konabiso oyo. Alors, Presse Penge, d'abord un mot par rapport à ces images ici. Je sais que vous êtes nationaliste, patriote, vous défendez ce peuple depuis des années. Lorsque vous regardez ces images ici, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? D'abord, je tiens à vous féliciter. Merci. Parce qu'il faut se dire que là, vous êtes dans une zone de guerre, en réalité. Ce sont des choses que moi-même j'ai vécues.
j'étais dans la province de l'Ituri pendant la campagne, précisément à Bunia. J'ai été visiter les camps de déplacés, des gens, des déplacés des Djougou, où il y a des tentes à perte de vue à la périphérie de Bunia, sans assistance. Vraiment. Sans assistance. Sans assistance humanitaire, bien sûr. D'ailleurs, hier encore, il y a eu le samedi 17 février, 15 Congolais ont été tués à nouveau, les mêmes déplacés de Djougou, qui sont partis chercher à manger. Les miliciens de la Codeco ont arrêté tout le monde, ont tabassé, ont égorgé 15 personnes. C'est ce dimanche que le gouverneur militaire de Ituri est allé déterrer les corps pour mettre à la morgue. Je crois que le rôle d'un État, c'est celui de protéger. Le rôle des gouvernants, c'est celui de protéger les gouvernés. Et quand on voit cette situation, on se demande si vraiment on a des gens, on a un pilote dans l'avion au Congo. Bravo encore une fois de plus, parce qu'avec le peu que vous aviez, le peu que vous avez comme journaliste, vous avez pu partager avec eux. Et c'est ça l'amour chrétien, plutôt l'amour, c'est ça l'esprit chrétien, de dire que même dans le peu, on peut partager. Et je vous encourage, je crois que ceux qui peuvent en avoir plus peuvent vous donner ou aller, comme vous avez dit. Vous avez montré en tout cas l'exemple. Mais je voudrais ici, dans la périphérie de Goma, c'est pareil. Hein. J'ai été pendant la campagne à Goma. À Kanyaruchinya aussi. J'ai vu une situation terrible. En Goma encore, j'ai visité les camps déplacés, c'était terrible. À Goma, ce sont les ONG qui donnent à manger. Et avant les élections, avec la détérioration de la situation, certains responsables des ONG étaient en vacances au mois de décembre. Donc c'était Capharnaüm. Mais où est l'État congolais? Nous voulons également nous poser des questions. Vous savez, ces femmes-là, quand on les a visitées à Goma, ils m'ont dit ceci: Monsieur Prince, nous n'avons pas besoin de votre aide en réalité. Ils ont besoin de rentrer chez eux pour aller faire... Nous savons... C'est ça ce qu'ils m'ont dit aussi. Nous savons cultiver. Nous cultivions nos champs. Nous nourrissions nos enfants nous-mêmes, on les scolarisait. On n'a pas besoin de vos immeubles de Kinshasa, de vos belles voitures à Kinshasa. On a besoin seulement de la paix. Tout à fait. La terre du Kivu, du Nord, comme ici du Kivu, est une terre bénie. Ce n'est pas pour rien que Kagame veut nous prendre de cette terre-là. J'étais à Ouvira, à 127 km de Bukavu. J'ai vu la verdure, comme la Suisse. Non, mais c'est incroyable. Ici, nous voulons seulement la paix. Nous voulons la paix. Sécurisez-nous. Et puis, nous, on rentre chez nous. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup, John Kolela. Un petit mot. On a un très beau pays, comme il vient de le dire là. J'ai fait des reportages au milieu du parc de Virunga sur cette route-là qui mène, la route-là mène vers Sake Centre, Kichanga, Boremana, Chacha, et ça va aussi vers Minova. Cette route-là. On a un très beau pays, mais les spectacles là, les Congolais qui meurent de faim, ils se déplacent avec des charges, des petits-enfants. Merci beaucoup, merci. Je tiens aussi à te féliciter pour l'œuvre que tu viens de faire. Merci. Ce n'est pas donné à n'importe qui, surtout dans des circonstances où vous êtes presque au front, je dirais, parce que dans ces milieux-là, c'est les milieux où vous n'êtes pas trop loin de rebelles même. Tout à fait. Il faut avoir du courage et un cœur de Congolais pour faire cela. Je dis que nous déplorons la situation telle qu'elle se présente là et dire que où sont les dirigeants, c'est comme si on n'a pas de pilote. Ça, c'est fort, sincèrement. La situation que vous voyez là, ce n'est pas une situation créée en 2019 par le président Félix. C'est une situation héritée par lui, créée par deux prédécesseurs et que lui est en train de chercher à résoudre. Alors, diriger le pays ne veut pas dire ne pas avoir de problèmes. Diriger veut dire qu'il y a des problèmes à résoudre qui vont terminer, d'autres vont recommencer jusqu'à la fin du monde. Il n'y aura pas un seul moment où il n'y aura pas de problèmes. Et dans pareilles circonstances, parce que ce ne sont pas les problèmes créés par le dirigeant que lui est en train de déplorer. C'est un problème créé par nos ennemis. La paix, pour la faire, vous devrez la faire ensemble.
Mais la guerre, je peux la commencer. Celle-ci, ici, sur le plateau, je commence seulement à donner le coup à tout le monde ici. Même sans votre volonté, il y aura des coups. Donc, je peux délibérer par moi-même et commencer à donner les coups. Mais pour trouver la paix, il faut que moi, je sois conscient et toi, tu sois conscient et nous tous deux, qu'on mette cette paix-là. Cette situation-là n'est pas la situation du gouvernement. Mais le gouvernement est à la recherche de la solution. C'est une situation créée par les ennemis étrangers et les mauvais citoyens comme les Nanga, par exemple, parce que ce que Nanga est en train de faire là, ça va créer encore à cette situation, non? Tout à fait, mais ça crée déjà. Alors, vous allez condamner qu'ici Nanga commence à tirer demain. Ce sont les mauvais citoyens qui, parce qu'ils n'ont pas eu le pouvoir, parce qu'on peut te ravir un carré minier, tu estimes que les autres peuvent mourir, peuvent souffrir, et toi, tu dois bien vivre. Donc, nous condamnons la situation. Merci. Et nous disons que les gouvernements doivent fournir davantage d'efforts pour trouver solution à ces problèmes-là. Mais on ne trouve pas d'occasion pour cela, pour dire que non, c'est comme si on n'a pas de gouvernement. Partout, il y a des gouvernements au monde. Beaucoup. On aborde... Même en Ukraine, quand la Russie attaque, ce n'est pas qu'il n'y a pas de gouvernement en Ukraine quand les gens se déplacent. On aborde la dernière question, le dernier sujet de cette émission. La violation de la Constitution, ça fait polémique dans notre pays, Prince Epenge. Le Premier ministre Samuel Condé a déposé sa démission auprès du président de la République. Le président, par l'entremise du directeur de cabinet, son directeur de cabinet, a pondu un communiqué pour demander aux ministres qui ont été élus députés qu'ils peuvent expédier les affaires courantes. La Cour constitutionnelle, de son côté, a déjà rendu un arrêt interdisant le cumul des fonctions. Ça fait polémique. Prince Epenge, votre analyse sur cette question. Vers la fin, il faut bien gérer les temps. Je vais Tout à fait. bref. Vous avez 5 minutes et on clôture l'émission. Je vais être bref. Je trouve que mon co-débatteur de l'IDP est très agité. Comment ça? Il vous demande de donner le plus de temps depuis le début. À chaque intervention, il veut toujours avoir plus de l'émission. temps. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais si ces sujets, je serai très bref. D'ailleurs, et je vous prie de me laisser gérer parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire dès l'instant où Prince Epenge, après ces simulacres d'élections organisés pendant 7 jours et 7 nuits, sans témoins, sans observateurs, en violation de l'article 52 de la loi électorale, parce que l'article 52 de la loi électorale dit que le vote commence à 6 h et s'arrête à 17 h, en violation des articles 69, 70, 71 de la loi électorale qui disent que le président de la CNI reçoit les résultats consolidés des centres de compilation et élabore un PV des résultats provisoires. Mais M. Kadima a publié les résultats de l'élection présidentielle, sa compilation, en violation du calendrier électoral qui dit que le vote est le 20 décembre. Le calendrier n'a jamais dit que le vote est le 21, le 22, le 23, le 24 jusqu'au 27. Et donc, pour moi, ces élections, ces simulacres d'élections, ces gigantesques désordres, pour paraphraser Papa Mbongo, n'ont donné ni vainqueur ni vaincu. Et donc, la fraude ne corrompt pas tout ce qui se fait là n'est que fraude. Répondez maintenant à la question, rapidement. Je suis en train de vous dire, j'ai dit que quand les prémices ne tiennent pas debout, la conclusion, ce que vous voyez là, violation de la Constitution, tout ça, c'est une conclusion d'une fraude. Est-ce qu'il y a violation de la Constitution? C'est ça la question. Bien sûr. M. Félix Tshilombo a violé la Constitution. C'est très clair. Vous savez, le principe d'expression d'affaires courantes est un principe du droit administratif. Dans les cas sous examen, la Constitution est claire. La notion de compatibilité. Quand la Constitution dit que la fonction du ministre était compatible des mandats de député, c'est très clair. Il y a un groupe de gens qui n'ont pas le sens de l'honneur, qui se sont présentés devant la Cour pour demander d'interpréter une disposition constitutionnelle qui est pourtant claire, pour leur permettre d'être à la fois ministre et d'être à la fois député. Alors que la Constitution dit qu'on ne peut pas être ministre et député à la fois. Malgré que la Constitution le dit, un groupe de ministres médiocres se sont présentés devant la Cour pour dire la Cour constitutionnelle interprétée. Et la Cour, elle, le dit. Cette fois-ci, au moins, la Cour n'est pas courte. La Cour dit, non, messieurs, ou vous choisissez d'être député, ou vous choisissez d'être ministre, mais pas les deux à la fois. Et après ça,
Félix Tshisekedi vient dire, écoutez, attention, il y a quelque chose peut-être que vous ne notez pas. Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, je vois que mon ami le député... Non, allez-y, on est à la fin de l'émission. S'il veut être dans l'émission... Il n'est pas racheté la parole. Non, il vous dérange, il vous dit arrêtez-les. S'il veut, je peux quitter, je laisse l'émission qui peut terminer. Non, mais c'est moi qui dirige le débat ici. Parce que ça pollue un peu l'environnement du débat. Il m'a dit seulement de regarder le temps, c'est juste ça. Ça dit qu'il vous prend pour quelqu'un qui nous a donné 5 minutes. Non, s'il vous plaît, allez-y, répondez. Ça fait plus de 15 ans que vous êtes journaliste, c'est lui qui doit vous interpeller si la gestion du temps. S'il vous plaît, allez-y. Il ne vous respecte pas. Allez-y. Alors, je reviens. Félix Tshisekedi dit quoi? Il dit, compte tenu de l'urgence sécuritaire à l'Est, la situation quasi de guerre dans laquelle nous sommes, c'est ça la principale raison qu'il évoque. Compte tenu du contexte de la crise qu'on a à l'Est, donc on ne peut pas laisser des vides, comme s'il y aurait eu un vide. Donc vous devez rester là. Et on dit même quelque part qu'il suspend le mandat des députés. La notion de suffrage universel... Il a suspendu le mandat de député. Bien sûr. On dit quelque part, c'est-à-dire c'est pas lui, il entend... Dans l'interprétation, il suspendait, parce que ces gens-là ont été validés députés. Attention. La suspension, là, vous la tirez de qui? Bon, la suspension, c'est dans les communiqués du directeur du cabinet du président de la République. Les ont dit. Chaque loi a une lettre et un esprit. Ok. Donc, quand vous interprétez une loi, il faut prendre la lettre et l'esprit. Ici, il n'est pas question de loi, il est question de communiquer. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce que je peux continuer? Allez-y, on est à la fin de l'émission. Allez-y. Est-ce qu'il peut arrêter d'aboyer pendant que je parle, s'il vous plaît? Allez-y. En tout cas, s'il intervient à nouveau, je quitte le plateau et je le laisse continuer. Parce qu'il pense être plus intelligent que vous et moi. Félix Tshisekedi parle du contexte, ça c'est un, sécuritaire, il évoque. Deuxièmement, il dit que ces gens qui sont ministres, qui sont partis participer aux plénières, qui ont vu leur mandat validé, qui sont devenus des députés, ces gens-là peuvent être à la fois ministres et députés. Ils sont à conflit. Même Premier ministre, parce que même le Premier ministre... Oui. Un Premier ministre est avant tout ministre, mais le premier des ministres. Donc, ces gens-là restent à la fois députés et ministres. Or, pour être ministre, il faut que le mandat de député soit suspendu. Là, c'est l'esprit. De ce que Félix Tshisekedi vient de prendre comme décision. C'est que lui ne comprend pas. Ça, c'est ton interprétation. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Parce que tu me dois même te dire qu'est-ce que moi je ne comprends pas. Allez-y, on est à la fin de l'émission. Donc, ici, il est clair que la Constitution est violée. Aucune urgence. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on est en guerre. Sinon, il allait dire aussi qu'il ne peut pas aller à la campagne parce que nous sommes dans une situation de guerre. Mais la raison principale est le contexte que nous avons aujourd'hui. Donc, sinon, même ces ministres-là ne seraient pas partis à la campagne parce que nous sommes en guerre. D'accord. Donc, pour moi, pour ne pas être long, la Constitution est violée. La notion des vacances évoquée, plutôt des vacances, oui, évoquée, compte tenu du contexte sécuritaire, n'était pas debout. Rappelez-vous qu'à sous Kabila, le Premier ministre était parti, Koya Diallo a été nommé. Vous voulez, c'est ça respecter la Constitution? Non, je dis Koya Diallo a été nommé pour expédier les affaires courantes. À défaut, il y a les secrétaires généraux qui sont là pour faire l'intérim. Rappelez-vous les camps de la Belgique, à l'époque que je vous m'invitais souvent. D'accord. La Belgique a fait 2 ans sans ministre. Merci beaucoup. Les secrétaires généraux étaient de la République. John Kolela, donc, la votre interprétation, violée, pas Félix ici Tshisekedi. on parle de l'article 108 de la Constitution qui a été violé. Vous connaissez bien cet article, le mandat de député national est incompatible avec les mandats de sénateur et vice-versa. Les mandats de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. 1. Membre du gouvernement. 2. Membre d'une institution d'appui à la démocratie. 3. Membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. 4. Magistrat. 5. Agent de carrière des services publics de l'État. 6. Cadre politique administratif de la territoriale, à l'exception des chefs des collectivités, chefferies et des groupements. 7. Mandataire public actif. 8.
membres des cabinets du président de la République, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, des membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État, employés dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte. 9. Tout autre mandat électif, les mandats des députés nationaux ou des sénateurs est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international. Et là, vous avez des mandataires qui sont élus députés, vous avez des ministres qui ont été élus députés, mais et tout cela vont expédier les affaires courantes. Votre analyse sur ce point. Je vais répondre, mais j'aimerais que tu me précises pendant combien de temps maintenant cette fois-là. Je vais faire combien de temps de ma réponse? Vous me donnez combien? Allez-y. Okay. Allez-y. Merci bien, j'espère que j'aurai le même timing. Je dirais d'entrée de jeu que rien n'est violé. Rien. Rien n'est violé. La Constitution n'est pas violée et toutes les dispositions sont respectées. Le mal de nos Congolais, c'est qu'un cultivateur, un chariotmène, tout le monde peut chercher à se faire juriste pour interpréter. Le droit, c'est une science. On doit faire 5 années pour aller dans la faculté et décrocher un diplôme pour savoir interpréter les choses. Le fait que quelque chose soit dans la Constitution et que quelqu'un demande l'interprétation, ce n'est pas qu'il est médiocre. La Cour constitutionnelle a interprété. La Cour constitutionnelle, il y a un arrêt. Allez-y. Je ne suis pas encore arrivé à l'interprétation de la Cour. D'accord. Le fait d'abord que quelqu'un part devant la Cour, vous savez que la Cour constitutionnelle, là, est toute une institution qui existe juste pour interpréter la loi, parce qu'on sait dans le monde entier que les lois, les constitutions font objet de mauvaises interprétations des uns et des autres. C'est toute une institution uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Vous voyez? C'est pour dire que c'est très important, la compréhension des choses n'est pas la même. On peut lire une même chose ici, toi tu peux la comprendre de ta manière, même la Bible. Allez-y maintenant, allez-y au fond. Laissez-moi aller lentement. Oui. Il dit que la Cour a déjà répondu à la requête. Je dis c'est faux. C'est là où je dis qu'il faut être juriste, il ne faut pas se faire nuancologue. Quelle est la question qui a été posée à la Cour? On a posé à la Cour la question de savoir si on peut cumuler les mandats. Oui, la Cour a répondu qu'on ne peut pas cumuler. Mais on n'a jamais posé la question à la Cour si on peut expédier les affaires courantes avant de partir. Cette question n'a jamais été posée à la Cour. La Cour répond à la question posée. Oui, tu peux rigoler comme tu es en train de le faire. Tu peux dire ce que tu dis là. C'est vrai, je te comprends moi très facilement. Ça, c'est de 1. 2. Il dit qu'on ne peut pas être à la fois député, à la fois ministre. Le mandat est validé, je pense, les 14. Là, c'est l'article 108 de la Constitution. Nous sommes d'accord. Laissez-moi aller avec mes idées parce que là, je risque d'aller ailleurs. Le mandat est validé les 14. Le ministre doit faire le choix 8 jours après. Durant les 8 jours-là, ils sont députés, ministres, ou bien ils ne le sont pas. Avant l'expiration de la durée. Tu te compliques toute seule. Non, c'est toi qui te compliques, je vais te permettre de comprendre. Maintenant, c'est toi qui réagis. Maintenant, c'est à moi qui dois quitter maintenant le plateau si tu réagis encore. Ou bien tu peux partir toi-même parce que tu réagis. Tu m'avais promis de partir au cas où quelqu'un réagirait sur le plateau. Allez-y. On est à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Ne gaspillez pas du temps. On ne gaspille pas du temps. Je vais répondre. La loi dit que le ministre fait le choix dans 8 jours. La loi ne dit pas que le ministre cesse d'être ministre dans 8 jours. Mais il fait le choix. Il y a une nuance. Dans les 8 jours, le ministre fait le choix. Après le choix du ministre, devant le chef de l'État, il se présente 2 possibilités. La première, c'est de nommer l'intérimaire. La deuxième, c'est de laisser la personne dans les procédures, dans le processus de partir, le temps de terminer les affaires qu'il avait déjà commencées pour partir. On ne lui refuse pas de partir pour cumuler. Mais on dit, termine les affaires que tu avais déjà commencées avant de partir. C'est ce que veut dire expédier les affaires courantes. Je prends le cas de l'intérim comme c'est celui-là qui le soutient lui. Celui qui demande à l'autre de faire l'intérim n'a pas tort. Celui qui demande à la personne d'expédier les affaires courantes aussi n'a pas aussi tort. Parce qu'il ne lui a pas refusé, il n'a pas dit que tu vas continuer les mandats. Tu es partant, tu es ministre démissionnaire, mais termine en entendant qu'on te remplace. Quand est-ce que le mandat du ministre prend fin? Ça, c'est la Constitution qui l'a dit ou bien c'est l'interprétation selon les juristes? Il a dit ici qu'il y a l'esprit et la lettre, non? Oui. Et moi, si j'entre dans l'esprit et dans la lettre, c'est que j'ai tort. Parce que la Constitution ne donne pas tous les détails. La Constitution, ce sont les généralités, non? Dans la Constitution, tu ne trouveras pas les détails, tu trouves les généralités. N'est-ce pas? Je vais m'expliquer. Entrons dans le cas de l'intérim. Tu es là comme DG, comme directeur ici.
tu n'es pas là, tu te déplaces, tu es empêché, quelqu'un d'autre va faire ton intérim. L'intérim, là, il le fait. Il agit en son nom ou bien il agit en ton nom. Même pour signer un document, il ne va pas signer en son propre nom. Il va signer en ton nom à toi. Il va dire pour le Premier ministre empêché Sama Lukonde, maintenant il signe par exemple Jean-Pierre Mbemba. Qui est Premier ministre en ce moment-là? Pourquoi il doit signer au nom de Sama qui n'est plus député? Même il a parlé de Koya Diallo ici. Koya Diallo signait les documents au nom de qui? Au nom de Mouzito. Cherchez tous les documents signés par Koya Diallo. Il les a signés au nom de Mouzito parce qu'il faisait l'intérim de Mouzito. Il ne faisait pas son propre intérim. C'est l'intérim du Premier ministre qui est Mouzito. Pour que Mouzito cesse d'être Premier ministre, il faut que l'ordonnance, les nommements soient abrogés. C'est-à-dire, il reste Premier ministre, mais il n'agit pas tout simplement, mais c'est quelqu'un d'autre qui agit en son nom. Il ne pose pas les actes, mais c'est lui qui continue d'être appelé Premier ministre. Ici, nous sommes dans le processus de départ. Le processus ne veut pas dire que c'est dans un jour vous partez. La loi ne dit pas que c'est dans un jour. La loi ne dit pas que c'est dans 2 jours. Mais la loi vous oblige dans ce processus-là que dans 8 jours, vous choisissez. Choisir ne veut pas dire partir automatiquement. Alors, dire que là, il y a violation de la loi, c'est là où je dis qu'il y a un problème de compréhension. Pareille chose, lui pense que c'est clair, mais pour les autres, c'est ce qui fait objet d'interprétation. Il ne suffit pas d'écrire. Mais il faut qu'il y ait un spécialiste qui vous donne la véritable compréhension de la chose. C'est ça la raison d'être de la Cour constitutionnelle, c'est ça la raison d'être de demande. On ne demande pas seulement ce qui est flou. Ce qui peut être clair pour toi dans ton sens peut être aussi clair pour moi dans le sens où je le vois. Vous pensez que l'interprétation de l'article 108 par la Cour constitutionnelle, ça ne met pas fin ça ne met pas fin aux fonctions des ministres qui ont opté pour aller à l'Assemblée nationale? Ça met fin, mais la fin là, c'est quand la fin? C'est le moment où vous démissionnez ou bien c'est au moment où on va vous dire qu'on vous a remplacé, on change d'ordonnance? C'est là où je dis qu'il y a un problème de compréhension. On dit que, est-ce que les ministres aujourd'hui sont en train de faire le cumul? Ils sont dans le processus du départ de leur gouvernement. Ils expédient les affaires courantes. Les affaires courantes. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce processus-là. Le fait d'être dans le processus... Il ne peut pas nommer... Je vous ai donné l'exemple ici. Du 14 jusqu'à hier, ils étaient députés et ministres en même temps, non? Or, le mandat est incompatible. Mais durant les 8 jours-là, ils étaient les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un processus. En ce moment, on a déjà accepté leur démission, mais c'est le moment de partir qui attend. On ne dit pas qu'ils doivent continuer. C'est juste un processus pour leur départ. C'est normal. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Nous reviendrons encore très prochainement dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur GSR Congo Télévision et surtout, partagez aussi nos différentes émissions. Merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne.